Mon bébé me prend la tête. Pourquoi porter un enfant est-il si envahissant? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre. Nous allons même sans doute apporter des réponses au cours de cette table ronde, puisque, comme vous le savez, la grossesse et le postpartum entraînent de nouveaux bouleversements qui sont à la fois psychologiques et biologiques chez les mères. Donc, nous allons examiner un petit peu toutes ces émotions, tous ces ressentis et voir à quoi elles peuvent correspondre. Et nous avons donc la chance d'accueillir le docteur Hugo Bothman. Vous êtes psychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et chercheur à l'Institut du cerveau, Sorbonne Université à PHP. Et vous allez tout à l'heure dédicacer votre ouvrage Dans le cerveau des mamans, donc au terme de cette table ronde. Donc à mes côtés, le docteur Lucie Joly. Vous êtes donc psychiatre à l'hôpital Trousseau, Tenon, Saint-Antoine et la Pitié-Salpêtrière et responsable de l'unité de psychiatrie périnatale de Sorbonne Université. Et aux côtés d'Hugo, Audrey Randel, vous êtes sage-femme au CHU de Nice. Et pour animer les échanges, Anne Chamblanc, journaliste et responsable éditoriale santé des Forums du Point. Anne. Merci. Alors, c'est pas un secret, les femmes enceintes ont des comportements qui sont un peu modifiés, elles sont plus sensibles. Et pendant très longtemps, on a dit c'est normal, c'est les hormones. C'est un peu court comme explication. Et grâce à nos deux amis, à Hugo et Lucie, on commence à comprendre beaucoup mieux ce qui se passe dans le cerveau. Ils ont donc fait un livre qui est formidable. D'où vous vient l'idée de cet ouvrage et comment vous l'avez construit ? Eh bien, tout d'abord, merci Le Point pour cette invitation et puis de nous permettre de parler de la psychiatrie périnatale, qui est vraiment une spécialité en pleine émergence, peu connue en France et qui est en pleine métamorphose et qui se développe actuellement par les neurosciences périnatales et qui nous permettent en fait d'apporter des nouvelles pistes de compréhension sur des mystères comme le déni de grossesse, la grossesse imaginaire ou encore le syndrome du bébé fantôme dont on va vous parler tout à l'heure. Mais pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps pour avoir un tel livre ? Alors c'est vrai que quand on parle du cerveau maternel, il faut savoir déjà comment fonctionne le cerveau. Et ça, une des choses qui est très très importante qu'il faut rappeler, alors, on vous a parlé de cerveau toute la journée, mais le cerveau c'est un organe prédictif. C'est-à-dire que c'est pas un organe qui se contente de prendre les informations qu'on lui envoie, qui se contente de percevoir le monde tel qu'il est, mais son objectif c'est de prédire à chaque fois qu'est-ce qui se passe dans le monde autour de lui, quelles sont les choses qui vont lui arriver, quels sont les comportements, les conséquences de ces comportements. Et ça c'est valable pour l'extérieur du corps, c'est-à-dire tout ce qu'on voit. En fait la vision c'est quasiment une hallucination contrôlée. Il y a un décalage entre la réalité de ce que vous voyez et la réalité du monde qui vous entoure, mais aussi pour l'intérieur du corps. Et en fait, ça c'est un truc qu'on a trouvé fascinant, c'est que la façon dont on ressent l'intérieur de son corps, à la fois pendant la grossesse, mais même pour tout le monde, et bien en fait, est vraiment dépendant de mécanismes cérébraux très prédictifs. Et finalement, ça c'est assez fascinant parce que pendant la grossesse, ce rapport entre le corps et le cerveau se transforme complètement. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'interoception maternelle, donc la capacité du cerveau à traiter les signaux qui viennent de l'intérieur du corps. Et alors justement, Audrey, vous dites que ce livre vous a permis de mettre des mots sur des choses que vous viviez en permanence. Ça a été un point positif pour vous parce que vous expliquez mieux certains comportements que vous constatez régulièrement ? Voilà, c'est ça. En tant que sage-femme, on perçoit des choses assez étonnantes. Et puis il y a toujours un côté mystique, un côté sacré autour de la grossesse qui est lié à plein de choses et notamment au fait de pas savoir comment fonctionne le cerveau des mamans. Et le livre permet de mettre des mots sur les dénis de grossesse qui sont absolument hallucinants, sur plein d'autres comportements. Alors moi, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est quand on dit que les mamans, elles sont en grossesse, elles sont un peu bêtes, ou elles oublient des choses. Voilà. Donc en fait, il y a une vraie plasticité du cerveau des mamans. On parle beaucoup du cerveau des bébés. Donc ce livre répond à beaucoup de choses et explique beaucoup de choses qu'on pensait un peu sacrées, un peu magiques et finalement sont très concrètes. Alors on a choisi... Allez-y. Non, je voulais rajouter que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la grossesse, c'est vraiment un moment très particulier dans la vie d'une femme qui va modifier à la fois son corps, mais donc aussi son cerveau. Et il y a des modifications qui vont apparaître très très tôt, dès le début de la grossesse, et qui vont être finalement indispensables à la mère pour pouvoir répondre aux exigences du nouveau-né. Par exemple de répondre, interagir avec lui, réaliser les soins primaires. Et donc, c'est ce qu'on appelle le principe de neuroplasticité périnatale, c'est-à-dire le remaniement architectural du cerveau pendant la grossesse.
Et en fait, il y a plusieurs études qui ont montré qu'il y avait des modifications cérébrales assez importantes, et notamment en termes de matière grise, où il y aurait une diminution environ de 5 à 15% de volume cérébral pendant la grossesse. Ça revient après ? Alors, ça ne signifie pas qu'il y a une baisse d'intelligence, d'acuité intellectuelle. Simplement, c'est un cerveau qui va se spécialiser, qui va devenir un cerveau maternel. Et donc, ces modifications, elles peuvent perdurer jusqu'à 2 ans après l'accouchement. Donc, voilà, en termes de champ de recherche, c'est assez fascinant. Et donc, c'est plutôt positif. Après, il y a aussi des aspects négatifs, c'est-à-dire que c'est aussi un cerveau qui va être plus vulnérable aux troubles anxieux et aux troubles de l'humeur. Ces changements dans le cerveau, en fait, c'est une des raisons, une des choses qui explique pourquoi il y a autant de fragilité émotionnelle, autant de difficultés aussi émotionnelles pendant la grossesse et dans le postpartum. Et on sait aujourd'hui notamment que cette plasticité cérébrale, elle permet plein de belles choses, elle permet de devenir une super mère, elle permet de s'adapter vraiment à cette grossesse, et en même temps, elle fragilise, elle peut donner la dépression du postpartum, elle peut donner le baby blues, toutes ces choses-là dont on va parler juste après. Alors justement, on va aborder un certain nombre de points précis que nous avons définis ensemble auparavant pour bien cerner les problèmes. Le problème, c'est le premier sujet, qui n'est pas un problème, c'est l'attachement au futur bébé. Parfois c'est très précoce, parfois c'est très tardif, parfois ça n'arrive pas ou très peu. Audrey, de votre expérience? Oui, l'attachement c'est complexe, on se penche sur la question depuis très longtemps. Alors c'est vrai que ça peut être très différent d'une future maman à l'autre. Déjà certaines se définissent maman du moment où elles ont leur test de grossesse qui est positif. D'autres, il y a une construction. On dit qu'il y a 9 mois pour construire ça aussi. Et puis quelquefois ça arrive après, c'est vraiment ce bébé qui est là, un peu étrange au début, et ça se construit au fur et à mesure. C'est un processus qui est dynamique et qui est vraiment très différent d'une personne à l'autre, et même d'une grossesse à l'autre. Et qui n'est même pas lié au désir de grossesse, parce qu'il y a certaines femmes qui font même des fécondations in vitro, donc un réel désir de grossesse, et qui ne s'attachent pas à cet enfant qu'elles ont eu la chance d'avoir. Vous nous expliquez au niveau cérébral ce qui se passe ? Alors, on ne peut pas expliquer ça uniquement au niveau cérébral. Il y a aussi plein de raisons, plein de facteurs qui jouent sur l'attachement. Mais c'est vrai que l'attachement anténatal, donc l'attachement de la mère pour son bébé pendant la grossesse, il est beaucoup basé aussi sur les sensations que la mère va ressentir. Est-ce qu'elle sent son bébé? Est-ce que ces sensations sont agréables ou désagréables? Donc on revient sur l'interoception et sur cette capacité du cerveau à détecter ce qui vient de l'intérieur du corps. Et puis il y a des mères pour lesquelles il n'y a pas de sensation du tout, voire il n'y a pas de signe de grossesse. Ça, c'est ce qu'on appelle le déni de grossesse, quelque chose qui n'est pas si mystérieux que ça, qu'on a l'impression parfois que c'est légendaire, que c'est quelque chose d'un mythe. Mais en fait, il y a quelques femmes, parfois, qui n'ont aucun signe de grossesse, avec un bébé qui grandit progressivement pendant 9 mois. Et pendant 9 mois, la femme ne s'est pas du tout aperçue qu'elle était enceinte. En général, quand ça survient et que l'accouchement arrive, on appelle ça un déni de grossesse complet. Et c'est quelque chose qui est qui est très surprenant, parce qu'on se dit, mais comment le corps a pu cacher à ce point-là un bébé en pleine croissance ? Mais moi, j'ai une amie, c'est un exemple, mais je pense qu'il y en a d'autres, qui est retournée chez son gynéco, qui avait très envie d'enfant, et puis ça venait pas. Elle est retournée chez son gynéco en disant, tant pis, je vais me faire mettre un stérilet. Le mec lui dit, mais attendez, vous êtes enceinte de 6 mois. Ah, et elle est revenue femme enceinte. Elle a eu un ventre, et elle est revenue femme enceinte. Exactement. Une fois que que la femme sait qu'elle est enceinte, tous les signes de la grossesse apparaissent, le ventre grossit, les seins aussi, etc. Il y a un truc aussi qu'il faut signaler, c'est en miroir de ce déni de grossesse, il y a ce qu'on appelle la pseudocièse ou la grossesse imaginaire, grossesse fantôme, qui sont des femmes qui ont tous les signes de grossesse, mais pas de bébé dans le ventre. On fait une échographie, il n'y a pas de bébé. Et encore une fois, dès qu'on découvre qu'il n'y a pas de bébé dans le ventre, hop, tous les signes de grossesse disparaissent. C'est vraiment deux miroirs. C'est ce qu'on appelait une grossesse nerveuse, entre guillemets. C'est ce qu'on appelait comme ça avant, oui. Qu'on appelle maintenant la pseudocièse. Oui, c'est pas plus simple, hein. Mais c'est moins stigmatisant, je pense. C'est moins stigmatisant. Voilà. Et vous en avez connu, Audrey? Oui, juste pour les dénis de grossesse, c'est assez impressionnant parce que quand on leur révèle la grossesse aux urgences gynécologiques, par exemple où je travaille au CHU de Nice, en fait, la transformation, elle est dans les minutes. C'est un ventre qui grossit dans les minutes qui suivent l'annonce de la grossesse. Et c'est très impressionnant et effectivement, on se demande où était ce bébé pendant tout ce temps. Ça nous montre bien cette communication entre le corps et le cerveau dont on parlait. Et le fait qu'on fait parfois trop confiance à notre corps ou trop confiance à nos pensées, à ce qu'on imagine savoir de nous-mêmes, etc. Et en fait, notre corps peut nous cacher beaucoup de choses, ou parfois, en raison de modifications hormonales notamment, on peut ressentir des choses qui sont pas tout à fait réelles. On sait que dans la pseudocièse, donc la grossesse un peu fantôme dont on a parlé, il
y a très souvent des hormones de la grossesse en fait, qui sont élevées chez ces femmes-là, et ce qui peut faire que le cerveau se met à croire qu'il y a une grossesse en cours, et il dit au corps, il faut exprimer tous ces signaux-là, et puis finalement le corps exprime tous les signaux de grossesse. C'est une des hypothèses qui est utilisée actuellement. Il y a des profils spécifiques de femmes qui sont plus sujettes à ça. On peut avoir deux fois de suite ce type de phénomène. Ça touche qui globalement? Il n'y a pas vraiment de profil type pour les femmes qui présentent des dénis de grossesse. On sait que ça touche un peu plus les femmes pour qui c'est une première grossesse. Après, c'est pas forcément des femmes, par exemple, qui ont des antécédents psychiatriques ou familiaux. Donc ça peut toucher un peu n'importe qui finalement. Comme pour la dépression du postpartum, qui est quelque chose qui arrive vraiment pour des femmes pour qui la grossesse s'est très très bien passée parfois, pour qui il n'y a pas de complications, pas d'antécédents, pas de difficultés psychologiques habituelles. Ça, on en parlera ultérieurement. Notre deuxième sujet, c'était la perception des mouvements fœtaux. Alors, est-ce que ça intervient justement dans le fait qu'on se sent enceinte? On va commencer par Audrey, vos témoignages. Oui, alors les mouvements fœtaux, ce qui est intéressant, c'est le cerveau qui au début ne comprend pas ce qui se passe. On perçoit des petites bulles, maman me dit c'est des petites bulles, des petits mouvements, et après elles comprennent que ce sont les mouvements du bébé, et cette reconnaissance arrive plus tôt, c'est une deuxième ou une troisième grossesse, parce que le cerveau a compris et a fait la bonne prédiction cette fois-ci sur ce qui lui arrive, ce qui arrive dans le corps. Pour rappeler en fait ce que c'est que le syndrome du bébé fantôme dont on parle dans notre livre, en fait c'est des femmes qui vont ressentir donc des mouvements du fœtus après un accouchement alors qu'il n'y a plus de bébé dans le ventre, et donc voilà, avec comme des sensations de bulles, ou ça peut être des coups de pied, des étirements. Et en fait, c'est très peu connu par les professionnels et par le grand public. Et nous, en tout cas, à Sorbonne Université, ça fait plusieurs années qu'on travaille en périnatalité, et on s'est aperçu que c'était assez fréquent finalement. Et donc, on a mené une étude de 4000 femmes sur Sorbonne, où on leur a posé la question. Et sur ces 4000 femmes, 40% ressentaient finalement ces mouvements fantômes. C'est énorme. Mais c'est ressenti à quel niveau? Enfin, je veux dire, c'est un vrai ressenti, ou c'est un petit reste de quelque chose, un souvenir? Alors ça peut être vraiment des vrais coups de pied, un vrai ressenti, où des femmes vont faire plusieurs tests de grossesse pour vérifier qu'elles ne sont pas enceintes. Et donc c'est à connaître, parce que par exemple dans les contextes de mort fœtale in utero, ça peut être très douloureux à vivre pour ces femmes, et donc il faut vraiment les prendre en charge. Et quand on voit qu'il y a des mouvements fœtaux fantômes qui peuvent survenir dans le postpartum, ça nous pose la question aussi de qu'est-ce que c'est le ressenti des mouvements pendant la grossesse. Et en fait, on se rend compte qu'une grande part des mouvements ressentis pendant la grossesse, parfois est un peu halluciné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de mouvement, mais le cerveau interprète des mouvements gastriques, des bulles, le déplacement des viscères comme des mouvements fœtaux, et il va avoir cette sensation que le bébé bouge. Et au contraire, parfois le bébé bouge et la mère ne ressent rien du tout. Donc en fait, il y a une variabilité très forte dans la perception maternelle de ces mouvements. Il ne faut pas trop faire confiance non plus quand on perçoit les mouvements du fœtus, c'est pas forcément le fœtus. Et Audrey, ces femmes, elles vous en parlent, celles qui en ressentent beaucoup, qui en ressentent peu? C'est vraiment des discussions, ou c'est encore assez tabou comme sujet? Alors, justement, cette différence encore entre ces femmes qui sentent peu ou pas ou trop, ça m'a toujours interpellée, moi, des patientes qui disaient qu'elles étaient gênées par les mouvements du bébé, qui viennent consulter pour ça, quelquefois, en urgence, à 4h du matin, en disant « mon bébé bouge trop, ça me gêne ». Voilà, donc c'était toujours cette façon qu'a le corps, le cerveau interpréter le corps. C'est très... ouais, c'est... Ouais. Il peut y avoir un phénomène d'intrusion interoceptive. Un phénomène, pardon. Un phénomène d'intrusion, donc les femmes qui nous disent mais j'ai un petit alien au cœur de mon ventre là et qui bouge dans tous les sens, qui me fait mal. Il y a un truc d'intrusion interoceptive, comme si l'harmonie finalement entre la mère et le bébé c'était pas fait. Et ça, c'est des choses qui sont assez fréquentes en fait. Les femmes n'en parlent pas forcément parce qu'il y a des tabous culturels, c'est pas très beau de dire ça, on a peur d'être jugé, etc. Et en fait, c'est quelque chose un vécu qui est assez fréquent. En revanche, par exemple, un bébé qui ne bouge pas suffisamment, ça doit être plutôt inquiétant pour les femmes aussi. C'est des sources de consultation? Oui, d'ailleurs, c'est même un motif de déclenchement à 39 semaines, la baisse des mouvements actifs fœtaux perçus par la maman. Même si quelquefois à l'échographie, on observe, donc on fait un score qui permet d'observer les mouvements du fœtus, où on voit que ce bébé il bouge bien, mais en fait la maman vraiment ne ressent rien. Et donc là, médicalement parlant, c'est un motif de déclenchement, puisque ça peut sous-tendre de difficultés de bébé à s'adapter pour la suite, et donc à une naissance plus rapide que prévu.
Sur le bébé fantôme, en fait, les mécanismes neurologiques probables, c'est encore hypothétique, mais c'est un peu la même chose que dans le membre fantôme. C'est un phénomène que vous devez connaître, hein, où finalement, après une amputation, on peut avoir toujours des perceptions du membre qui a été amputé. Et en fait, il y a probablement quelque chose qui est un peu du même ordre, avec finalement des prédictions que le cerveau fait sur la présence d'un bébé pendant toute la grossesse. Et certaines de ces prédictions persistent un peu et continuent à tirer un petit peu la sensorialité vers quelque chose que le cerveau s'attend à percevoir. Et donc, par exemple, il suffit d'avoir un peu des gaz, avoir l'intestin qui bouge, avoir la vessie qui se déplace un peu, et hop, le cerveau va interpréter ça comme un bébé qui est en train de bouger. À partir de quel moment il faut qu'une femme s'inquiète? Est-ce qu'elle doit consulter quand elle a justement ces signes de bébé fantôme? Est-ce qu'elle doit attendre que ça disparaisse? Est-ce qu'il faut au contraire susciter le dialogue avec elle? Alors, il faut rappeler que c'est un phénomène qui n'est pas considéré comme pathologique. Généralement, ça va s'arrêter au bout de quelques jours, quelques semaines. Après, si ça persiste et que c'est désagréable et anxiogène, à ce moment-là, il faudrait vraiment consulter un psychologue ou un psychiatre. Parce qu'il y a des solutions à apporter, on peut Parce aider qu'on ces peut femmes. apporter des solutions de psychothérapie, voir s'il y a trop d'anxiété, l'introduction d'un traitement. Parce que c'est exclusivement lié à l'anxiété. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est quelque chose, comme Lucille disait, c'est très physiologique en fait. Hein. Ça fait partie des remaniements du corps et du cerveau qui viennent après l'accouchement. Donc si on ressent ça dans les premières semaines, c'est pas grave du tout. Et parfois, il y a des femmes qui ressentent ça 40 ans après. Hein, et 40 ans après voilà, ou 30 Mais le ans après, petit est devenu grand. qui n'ont pas ressenti ça, et hop, cette sensation. Dans notre étude, donc sur les 4000 femmes qui ont accepté de répondre justement et de participer à notre étude, on a quelques grands-mères qui ont eu leur grossesse il y a très 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 longtemps. Et elles en parlent. Qui en parlent, ouais, et qui disent qu'elles ont ces sensations parfois. Ouais, Audrey? Oui, en maternité, ces sensations, elles sont perçues plutôt, c'est même plutôt de la nostalgie. C'est plutôt positif. En tout cas, moi je les vois surtout en maternité, donc jusqu'au 2e, 3e jour. Et quelquefois, elles nous interrogent sur ça, mais c'est plutôt empreint de nostalgie comme sensation. Alors il y a un autre problème dont il faut parler, parce que ça c'est quand même vraiment un problème, c'est le baby blues. C'est fréquent, ça touche qui? Ça dure combien de temps? À partir de quand il faut s'inquiéter? Enfin, j'ai beaucoup de questions à vous poser, allez-y. Alors c'est important de faire la distinction entre le baby blues, ou autrement appelé le syndrome du 3e jour, et la dépression du postpartum. Parce que le baby blues, finalement, c'est un état qui est considéré comme transitoire, qui est physiologique et qui ne nécessite pas de prise en charge spécialisée ou d'introduction de traitements antidépresseurs ou autres. Ça se manifeste par de l'anxiété, de la labilité émotionnelle, ça veut dire qu'on passe du rire aux larmes, ça peut être des troubles du sommeil, des doutes sur ses compétences maternelles, mais avec l'écoute chaleureuse, le soutien des professionnels, c'est un épisode qui a vocation à s'amender. Là, on est dans le normal, c'est les hormones? Alors, c'est des remaniements hormonaux et aussi, bien évidemment, psychologiques qui sont importants et qui sont en lien, par exemple, avec la chute du taux d'allopregnanolone, dont Hugo parle justement sur la petite vidéo. Si les symptômes sont sévères et persistent au-delà de 15 jours, alors à ce moment-là, il faudra vraiment s'alerter et se dire est-ce que c'est pas une dépression du postpartum? Oui, parce qu'on était à 3 jours, on est passé à 15 jours, entre les deux, il se passe quoi? Entre les deux, il y a le soutien des professionnels qui sont là, il y a les services des suites de couches qui peuvent prolonger les séjours en maternité, on peut faire plein de choses pendant ce moment-là. Mais si ça dépasse 15 jours... Pour éviter justement pour éviter que ça l'aggravation, oui. Que ça perdure dans une dépression du postpartum. La dépression du postpartum, il faut savoir qu'elle touche quand même une femme sur 4, donc c'est quand même impressionnant, avec un risque de récidive pour une grossesse ultérieure qui est d'au moins 50%. Et il faut savoir que c'est le suicide maternel, c'est la première cause de décès dans l'année qui suit un accouchement. Donc c'est des chiffres qui font peur, mais qu'il faut entendre parce qu'il faut aussi libérer la parole sur les troubles psychiques pendant la grossesse et le postpartum pour éviter ces situations gravissimes.
Ça, c'est important de le dire, hein, comme Lucie le disait, donc le baby blues, c'est physiologique, c'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter d'un baby blues. Et par contre, la dépression, ça aussi, il faut le rappeler, c'est une vraie dépression. Donc il faut vraiment la traiter. Il faut vraiment être présent, il faut la prendre en charge. Très souvent, la dépression pendant la grossesse ou après l'accouchement, on dit, bon, c'est la mère qui a du mal à s'adapter, bon, on va l'accompagner un petit peu, on la laisse un petit peu de côté. Alors qu'en fait, il faut la traiter comme une vraie dépression, avec un psychiatre, avec un accompagnement adapté, une psychothérapie et très souvent un antidépresseur aussi. Est-ce qu'il y a un lien, pardon Audrey, entre le fait que les femmes suivent relativement peu la préparation à l'accouchement et le fait qu'elles aient derrière ce genre de problème, ou il n'y a aucun lien? Parce que vous m'aviez dit que finalement il y a assez peu de femmes et donc l'angoisse de l'accouchement et de ce qui se passe dans les premiers jours, est-ce que ça pourrait être une cause aussi de déclenchement de baby blues et plus éventuellement? Alors effectivement, je crois, si je me dis pas de bêtises, qu'il n'y a que 30% des femmes qui font la préparation à l'accouchement, donc qui consiste à 8 séances remboursées par la sécurité sociale avec une sage-femme pour aborder tout un tas de thèmes aussi, complètement divers et variés, avec l'accouchement souvent en point de mire. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc les liens entre la préparation à l'accouchement et le vécu de l'accouchement et donc ses conséquences La dépression psychologiques. du postpartum, elle n'est pas du tout liée au type d'accouchement, au déroulement de la grossesse. Même quelquefois, c'est même presque l'inverse, où ça peut être très surprenant. L'avantage, par contre, de la préparation à l'accouchement, c'est que ça peut expliquer, prévenir donc que ça existe, savoir que ça existe, savoir ce qu'est le baby blues, savoir comment on va pouvoir le prendre en charge, que c'est physiologique, que c'est transitoire. Que les sages-femmes seront là, donc il y a la visite du postpartum, donc il y a le séjour en maternité, et ensuite il y a une sage-femme libérale qui vient faire des visites soit à domicile, soit au cabinet pour justement encadrer ces femmes, leur expliquer ce qui leur arrive est normal, où ça va passer, ou les soutenir. Et la préparation à l'accouchement donc, permet d'aller sur ça. Et là, pour la dépression du postpartum, très récemment a été mis en place une consultation spécifique pour les sages-femmes dans les 6 semaines qui suivent l'accouchement, justement pour dépister ces dépressions du postpartum, parce qu'on a, la maternité, les sages-femmes sont là, il y a les 15 jours qui suivent la grossesse, l'accouchement, et après, il y a un creux. Et alors on voit le pédiatre, tout ça, mais pour le pédiatre, on est très focalisé sur le bébé, on ne parle pas du tout de nous. Il y a la visite postpartum, et pareil, souvent c'est très médical. Et on n'est pas du tout dans le ressenti de ces mamans. Et cette visite, j'espère, donc, qui est en train d'être mise en place, permettra de dépister mieux ces dépressions et pouvoir les traiter plus tôt et pas les laisser traîner. Alors c'est vrai qu'il y a un gap en fait entre un peu la surmédicalisation pendant la grossesse et puis après plus rien en fait après l'accouchement. Donc, comme tu le dis, il y a des moments qui sont vraiment privilégiés pour essayer de détecter, de voir quelles sont les femmes qui sont à risque de faire des dépressions du postpartum, parce qu'il y a plein de facteurs de risque qu'on peut identifier, notamment les femmes qui sont seules, celles qui ont déjà fait des dépressions du postpartum, celles chez qui on découvre des malformations fétales pendant la grossesse. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut détecter, prévenir, et donc l'entretien prénatal précoce, c'est vraiment un moment important, et les sages-femmes, les psychologues de maternité ont un rôle vraiment essentiel, et puis l'entretien postnatal précoce qui va être mis en place. Puis la dépression du postpartum, c'est aussi le moyen de s'intéresser un peu à la santé mentale au féminin, qui est quelque chose qu'on met un peu de côté très souvent. On imagine que la santé mentale, c'est un gros tas où tout le monde est pareil, tout le monde a la même chose. Et en fait, la dépression chez la femme, elle a quand même des spécificités. Il y a des spécificités hormonales, notamment liées au cycle. On sait que les femmes qui ont certaines modifications hormonales pendant leur cycle, elles peuvent avoir des micro-dépressions qui surviennent avant les règles et puis qui persistent un peu pendant les premiers jours des règles. Et ça, c'est des choses qui sont assez importantes parce que ça modifie un petit peu aussi les axes de recherche sur ces dépressions féminines qui sont un axe de traitement et d'innovation qu'il faut explorer. Dont on va parler. Les femmes que vous suivez, est-ce que de temps en temps, pour certaines, vous dites celle-là, il va falloir faire un suivi parce que je sens qu'il y a un risque? Ça fait partie du rôle de la sage-femme, donc de faire le lien. Donc il y a dans maternité, il y a des psychologues spécialisés en périnatalité qui sont là, et puis après qui peuvent donner le relais au psychiatre si vraiment on considère que c'est trop grave. Mais oui, ça fait partie de nos missions. Et si vous dites à une dame, je sens que vous n'allez pas trop bien, vous risquez plus un baby blues, est-ce que les femmes réagissent bien ou comment ça se passe
C'est très individuel. Oui, ça dépend. Il y en a qui vont accueillir ça comme un soulagement, en disant ben voilà, on écoute enfin ce qui m'arrive. Puis d'autres vont être plutôt dans leur propre stigmatisation. Donc en gros, je suis pas folle. Pourquoi je devrais aller voir le psychologue? Donc on essaie d'amener ça. Et il y a aussi de l'entre-deux, c'est-à-dire que on a notre psychologue, par exemple, qui fait des petits tours impromptus dans la maternité de façon très informelle et qui permet comme ça d'avoir un contact sur des patientes qui n'étaient pas trop pour une consultation conventionnelle. Et on fait comme ça formellement quelquefois des petits dépistages, ça marche bien. Il y a une pression sociale en France qui est quand même encore très importante autour de la maternité. On est enceinte, on a un enfant, on se doit entre guillemets d'être heureuse. Donc les femmes s'autorisent pas à verbaliser finalement leurs difficultés pendant cette période-là. Après, depuis quelques années, quand même, la parole se libère sur les réseaux avec des personnalités publiques, le hashtag Mon Postpartum. Donc ça évolue quand même. Et, oui, allez-y, Hugo. Sur ces tabous culturels, il y a aussi donc, quelque chose qui est très vécu par beaucoup de femmes pendant la grossesse, qui sont les phobies d'impulsion. Donc des pensées un peu étranges, ou parfois des pensées violentes, de faire du mal à son bébé, ou de taper sur son ventre quand on est enceinte, qui sont pas vraiment, c'est pas des choses qu'on a envie de faire, mais des choses qu'on a un peu peur de faire. Et comme si quelque chose nous poussait à le faire, on est en entre-deux, entre le désir et la peur, qui est assez effrayant pour les femmes qui le vivent, et en fait qui sont très fréquents. Ça c'est un truc aussi dont on parle très peu, mais environ 80% des femmes pendant la grossesse ont des pensées qui sont de ce type-là. Moi, je voudrais aussi savoir ce qui se passe dans le cerveau des papas. Quand même. Parce qu'un enfant, c'est deux. Hein, et est-ce que c'est aussi perturbant? Est-ce que vous l'avez étudié? Est-ce que vous allez le faire? Parce qu'on ne peut pas les laisser tout seuls comme ça, ces pauvres hommes. Alors, on ne l'a pas étudié. Je sais, il y aurait sûrement autant de choses à dire que ce qu'on a dit là sur le cerveau des mamans. Mais c'est un sujet qui est encore sur le plan des recherches en neurosciences notamment, qui est pour l'instant qui n'est pas trop abordé. Mais c'est un axe de recherche futur, je pense, qui sera exploré dans les années qui viennent. Et on peut rappeler que quand même 8% des hommes vont faire une dépression paternelle après l'accouchement. Donc voilà, il y a des groupes pairs qui commencent à se mettre en place au sein des maternités. Donc les choses évoluent et bientôt les neurosciences. Et Audrey, les papas, vous les gérez comment, vous? Et les belles-mères, on fera les belles-mères après. Oui. Alors les papas et coparents, puisque voilà. Alors eux, ils sont en général pas le jour de l'accouchement, donc ça leur tombe un peu dessus. Il y a des petits phénomènes aussi avec les papas qui seraient intéressants à étudier sur, par exemple, les couvades. Donc les papas qui prennent autant de poids que la maman pendant la grossesse, c'est pas mal. Et c'est pas rare, hein? C'est pas rare du tout. Mais c'est vrai que je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir un peu les mécanismes, tout ça, parce que là aussi ça relève du un peu magique, un peu, on sait pas trop, voilà. Mais tu peux rappeler peut-être la couvade, est-ce que c'est Ah oui, c'est ça, prendre du poids en même temps que sa femme, donc 10 à 15 kilos pendant la grossesse. Donc c'est pas partagé, c'est après multiplié. L'accouchement, il fait quoi? Il remaigrit? Oui, souvent. La couvade, ça peut aller même plus loin. C'est des hommes qui se mettent à avoir des signes de grossesse, en fait. Donc il y a des hommes qui ressentent des mouvements du fœtus, qui ont les seins qui grossissent, qui ont le ventre qui grossit. Ça peut aller assez loin. Bon. Et l'entourage familial, globalement, parce que on pense souvent, peut-être à tort, que le baby blues, par exemple, c'est aussi lié à la fatigue des femmes. Et si elles sont bien aidées, est-ce qu'elles ont moins ce genre de problème? Le soutien, c'est vraiment la chose primordiale pour éviter un baby blues sévère. Nous, ce qu'on conseille aux mamans après l'accouchement, c'est vraiment d'avoir du relais. Parce que les troubles du sommeil, la dette de sommeil, on sait que c'est un facteur vraiment déclenchant à des décompensations psychiques. Et donc, voilà, si le père peut prendre le relais pour les nuits, ça peut changer grandement les choses. On peut signaler juste qu'on parlait des psychédéliques ce matin, donc les antidépresseurs d'action rapide. Il y a maintenant des solutions qui commencent à être proposées, donc des thérapies antidépressives d'action rapide aussi contre la dépression du postpartum. Il y a une grande découverte qui a été faite aux États-Unis de la brexanolone, donc il y a un traitement justement qui réduit les symptômes de dépression en quelques jours, alors que d'habitude il faut un mois et demi pour avoir une amélioration des symptômes. Et puis il y a certains traitements comme la kétamine qui peuvent être utilisés aussi. Donc il y a des perspectives thérapeutiques pour permettre à ces mères d'aller plus vite, mieux, et d'éviter les conséquences sur le nourrisson, sur la famille, sur la société de ces dépressions qui peuvent être assez terribles. Une dépression du postpartum non traitée, c'est une dépression qui peut durer très longtemps.
qui peut durer parfois 2 ans, parfois d'une grossesse à l'autre. Et il nous arrive même, pendant la grossesse, de diagnostiquer la dépression du postpartum de la grossesse précédente, parce que finalement, elle n'a pas été prise en charge, elle n'a pas été diagnostiquée. Et donc, elle a perduré. Exactement. Et puis, une dépression du postpartum qui n'est pas traitée, ça peut aussi avoir en fait un impact sur le nouveau-né, parce qu'une femme qui est déprimée, elle ne va pas pouvoir être disponible psychiquement pour répondre à son bébé, pour être dans des interactions harmonieuses. Et donc, il va y avoir parfois des troubles du développement psycho-affectif de l'enfant. Donc, en fait, ce qui est une prévention pour la mère, c'est aussi une prévention pour le bébé. Est-ce qu'il est parfois plutôt positif de préconiser une thérapie familiale, parce que peut-être que c'est l'ensemble de l'entourage aussi. Est-ce qu'il faut sensibiliser tout le monde, ou est-ce que c'est un vœu pieux? Bien sûr, dans la prise en charge de la dépression, en général, de toute façon, il faut regarder un peu ce qui se passe au niveau familial. Après, les thérapies familiales très spécifiques, c'est pas forcément le meilleur moment pour les faire, mais ça peut être intégré dans une prise en charge plus holistique au long cours. Ouais. Et intégré avant l'accouchement, commencer à préparer le terrain, je ne sais pas quel mot utiliser. Alors c'est sûr que l'isolement des mères, pour nous, c'est un facteur de risque général. Hein. C'est quelque chose auquel on fait très attention et qui souvent nous inquiète. Donc c'est vrai que de mobiliser les ressources, remobiliser l'entourage, donc en dehors de traitements psychiatriques que nous on ne peut pas prescrire, ça fait partie des leviers pour pouvoir prévenir. Ou en tout cas, déjà que le baby blues passe bien, et prévenir les dépressions du postpartum et autres complications. Et comme tu le dis, Audrey, en fait, vraiment l'isolement, c'est un facteur de risque important de décompensation de dépression du postpartum. Et nous, sur Sorbonne Université, là, on travaille sur une application numérique que les femmes peuvent télécharger en fait en suite de couches. Et donc ça permet un lien digital en fait avec ces femmes, de leur donner des conseils via cette application, voilà, des questionnaires qu'elles peuvent remplir sur la dépression, le trauma ou l'anxiété, et si besoin d'être rappelées par une psychologue. Alors ça n'a pas vocation à remplacer le professionnel, hein, mais c'est déjà un outil de lien. Elle existe depuis longtemps, cette application, et c'est pour toutes les femmes? Pour l'instant, c'est sur les maternités de Sorbonne, et puis oui. Ça a vocation à se développer après. À Nice, par exemple, on peut envisager... Alors là, des connaissances du terrain que j'ai, donc on a quand même la protection maternelle infantile qui est très mobilisée, les sages-femmes libérales qui sont très mobilisées. Donc normalement, cet isolement, on arrive à le rompre d'une certaine manière. Mais l'intérêt de ce genre d'application, c'est que le problème, c'est que quand on est au fond du trou, qu'on est seul, le premier interlocuteur qu'on va avoir, c'est Internet. Et avec ces images magnifiques de postpartum merveilleux, voilà, ces bébés merveilleux, ces femmes épanouies et qui ont retrouvé leur silhouette en quelques semaines. Donc c'est vraiment l'intérêt d'avoir un professionnel sur la vraie vie, enfin, ce qui est vraiment le postpartum chez certaines femmes, et pas l'interlocuteur privilégié des gens seuls qui est Internet. Moi, je voudrais savoir, pour terminer, parce qu'après on va donner la parole à la salle pour des questions, vos recherches, elles vont où maintenant? Qu'est-ce qui vous semble le plus urgent d'investiguer? Qu'est-ce qui manque le plus aujourd'hui? Alors c'est vraiment pour moi comprendre en fait quels sont le lien entre ces transformations cérébrales qu'on a évoquées et les pathologies psychiatriques, émotionnelles du postpartum. C'est un des axes de recherche principaux qu'on a. On essaye de comprendre justement si on peut détecter très en avance les femmes qui vont avoir un risque, un sur-risque de développer une dépression du postpartum. Et donc ça, c'est un des axes de recherche principaux qu'on a en ce moment. Ça pourrait être développé sous quelle forme? Est-ce qu'on peut envisager je sais pas, ça peut être une prise de sang pour dire vous avez tel et tel facteur et vous êtes plus à risque? C'est envisageable? Alors nous, on ne fait pas de génétique. Ceux qui font de la génétique, oui, ça peut être ce genre de choses. Mais ça peut être, par exemple, des moyens très simples avec un questionnaire un peu simplifié. Ça peut être la façon dont la femme va percevoir son entourage social. Ça peut être de la psychologie vers la biologie. Et puis après, l'objectif, ce sera de déterminer des traitements qui sont possibles. Il y a des traitements qu'on connaît maintenant qui modulent un peu le système parasympathique, par exemple, qui pourraient être utilisés. Il y a un traitement, par exemple, qui module le nerf vague via l'oreille. Donc on met juste comme un écouteur. Donc c'est une modulation transauriculaire et qui permettrait de soigner les symptômes. Alors c'est encore en cours de recherche, mais c'est des choses très simples qui ne passera pas forcément par de la pharmacologie. Ça peut passer par d'autres voies que les voies pharmacologiques. Et chose encore plus simple, qu'est-ce qui manque le plus chez vous, Audrey, des bras? Oui, c'est sûr que l'écoute empathique, prendre le temps avec les patientes, je pense que c'est
numéro 1 dans la prise en charge et que ça pourrait déjà résoudre beaucoup de problèmes. Donc bien sûr, comme tout l'hôpital, problème de bras. Hélène ? Merci Anne, merci à vous pour toutes ces informations. J'imagine qu'il y a des questions. N'hésitez pas à lever la main, madame, déjà au premier rang. Et on vous écoute, madame. Merci. Je voulais savoir les malaises que ressentent les femmes les 3 premiers mois de grossesse, et pour un enfant et peut-être pas pour la seconde grossesse, ont-ils été analysés dans le cerveau et d'où proviennent-ils? Merci. Merci, madame. Les 3 premiers mois. Hugo ? Je pense que vous parliez des nausées, des choses voilà. Donc c'est vrai que pendant la grossesse, donc notamment le premier trimestre, il y a souvent des nausées. Il y a certaines femmes qui peuvent avoir ce qu'on appelle une hyperémèse gravidique, c'est-à-dire des nausées et des vomissements qui persistent pendant toute la grossesse. Ça a été quelque chose d'assez important parce que pendant de nombreuses années, dans les siècles précédents, on disait que c'était des vomisseuses. Il y avait l'idée aussi psychologique qu'il y avait un rejet de l'enfant. La femme a des nausées parce qu'elle rejette cette grossesse, parce qu'au niveau inconscient, elle ne la veut pas. On sait aujourd'hui que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est très difficile d'ailleurs de faire des jugements psychologiques aussi à l'emporte-pièce. Et il y a des femmes notamment qui ont des taux de PTHCG qui sont très très élevés, qui vont avoir des nausées gravidiques, qui vont persister pendant toute la grossesse. D'autres femmes qui vont avoir des problèmes, par exemple avec des Helicobacter pylori, donc une bactérie qu'on peut retrouver dans l'estomac, qui vont aussi avoir plus de nausées gravidiques. Donc des choses qui sortent très très largement du champ de la psychologie, qui n'ont rien à voir avec le désir de la femme ou non de cette grossesse. Et encore une fois, ça touche l'interoception, donc la façon de cette communication très particulière entre le corps et le cerveau. Et donc dans l'hyperémèse gravidique, on sait qu'il y a des modifications et des choses qui touchent l'interoception. C'est encore un axe de recherche et c'est pas encore au point. On ne sait pas exactement ce qui provoque cette hyperémèse gravidique. Merci beaucoup. Nous allons prendre une deuxième question. Bonjour. Déjà, merci pour la conférence qui a été très intéressante. Je me posais la question, on dit que l'interoception donc, est vécue différemment en fonction des femmes, etc. Et au niveau des règles, les femmes, il y a, on va dire, ont aussi des vécus différents, avec certaines qui ont plus de douleurs que d'autres, ou voilà, plus de ressentis. Et je me demandais, est-ce qu'il pouvait y avoir un rapport, une valeur prédictive ou quelque chose, un rapport entre justement déjà comment sont ressenties les règles pour ces femmes-là et comment elles auront leur interoception, ou en tout cas des symptômes pendant leur grossesse, s'il pouvait y avoir une corrélation. Docteur Joly. Le syndrome dysphorique prémenstruel, c'est vraiment aussi un de nos axes de recherche. On a tout à découvrir. On pense aussi que ce lien entre le cerveau et le corps joue énormément, qu'il y a ce phénomène d'interoception. On pourrait le mettre en lien avec ce qui se passe pendant la grossesse. Il y a un terrain hormonal qui est quand même très fort. Les fluctuations hormonales, ouais, elles jouent beaucoup sur la perception du corps. Et puis l'interoception, elle est différente selon les gens. Il y a des gens, par exemple, dans la salle, là, qui sentent très bien leur intestin en ce moment. Si je vous dis, est-ce que vous sentez votre intestin ? Il y a certaines personnes qui me disent, moi je le sens vraiment, j'ai l'impression de sentir l'intérieur de mon corps. Et puis d'autres personnes, jamais. Ou les battements cardiaques, par exemple. Il y en a qui savent compter le nombre de battements cardiaques qu'ils ont par minute, et d'autres, impossible de le compter. Donc il y a des différences interindividuelles. Et puis en fonction du temps, c'est-à-dire notamment en fonction des cycles hormonaux, on peut avoir des différences aussi, des variations de notre interoception. Quelque chose qui est important, c'est que la dépression aujourd'hui, la dépression avant, on disait c'est un trouble psychologique, c'est un trouble de l'esprit. On sait aujourd'hui que la dépression, c'est un trouble beaucoup du corps. C'est avant tout quelque chose, cette relation si particulière entre notre cerveau et le corps qui est perturbée dans la dépression. Et on sait qu'il y a des modifications interoceptives, des perturbations interoceptives qui précèdent l'apparition des états dépressifs et qui sont présentes quand on est déprimé. Et d'ailleurs, si vous avez des modifications de votre interoception viscérale, que vous, par exemple, vous avez mal au ventre, etc., en général, vous allez voir que votre humeur elle va être un peu modifiée. Vos émotions vont être un peu plus négatives, vous allez avoir plus de mal à faire des choses, etc. Donc il y a un lien très très fort entre ce codage interoceptif et nos états émotionnels, en fait. Et moi, ça me fait penser à la maladie de l'endométriose, donc qui rend ce rapport au corps très douloureux à ces femmes. Et alors, j'ai pas d'exemple en tête et j'ai pas d'études en tête, mais c'est vrai qu'on sait qu'elles ont déjà ce rapport alors les règles, c'est des contractions, comme l'accouchement. Donc ce rapport à la contraction utérine qui est déjà différent d'une patiente qui n'aurait pas cette maladie-là. Donc du coup, ça me fait penser à cette maladie, la question. Et on n'a pas parlé tout à l'heure aussi les nouvelles psychothérapies qu'on peut utiliser dans ce contexte d'interoception maternelle, et tout ce qui est thérapie cognitivo-comportementale, pleine conscience, métacognition. Ça, c'est aussi des pistes pour les années à venir. Cohérence cardiaque aussi, qui module le système parasympathique et qui marche bien sur ces TED-là.
Merci beaucoup, madame. Oui, j'ai eu la chance d'expérimenter l'aptonomie il y a 19 ans. Et en termes d'expérience d'interoception, j'ai trouvé ça extraordinaire pour moi en tant que maman. Donc comprendre très tôt, au 5e mois de grossesse, comment l'enfant bougeait. Et les conséquences aussi sur mon fils, je pense que ça l'a affûté en fait au niveau de sa propre proprioception. Est-ce que vous avez des études, parce que ça m'intéresse à plusieurs titres, sur les patientes accompagnées qui font l'aptonomie et leur, le développement pour elles au niveau de leur cerveau et également pour l'enfant. Merci. Des études, non, mais déjà rappeler ce que c'est l'aptonomie. Donc c'est cette science du toucher qui n'est pas propre à la grossesse, qui peut être utilisée dans plein d'autres domaines. Alors l'aptonomie, ce qu'il y a, c'est qu'en France, ça reste très marginal. Là, c'est très peu. Alors par exemple, de tête à Nice, je crois qu'elles sont 2 sages-femmes libérales à le faire. Donc, il y a 19 ans, on m'a regardé de loin en disant « Oh là là, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Mais c'est exceptionnel. Donc c'est vrai que c'est ce rapport au corps, au bébé, et aussi c'est intégrer le coparent. Donc ça c'est assez tout à fait, le papa. Mais je pense que ça peut être que positif sans avoir d'études en tête. Après c'est aussi des patients qui sont présélectionnés, qui ont déjà ce rapport au corps, cette connaissance d'elles-mêmes ou à chercher à avoir des connaissances. Donc c'est compliqué, beaucoup de biais je pense pour faire des études. On rêverait de pouvoir faire des études sur l'autonomie justement, mais est-ce que c'est une modulation de l'interoception très directe, mais on n'a pas encore à ma connaissance, et du coup c'est quelque chose qu'on envisageait pour les années futures, mais en France c'est encore sous-développé, donc c'est difficile à mettre en place. Et puis en effet, ça fait intervenir le papa, et puis ça travaille le lien aussi de l'investissement materno-fœtal, donc c'est très important. Oui, alors on va prendre une dernière question. Le micro est juste, voilà, on vous écoute. J'avais une autre question par rapport à tout à l'heure. Vous avez parlé du coup qu'on n'avait pas encore de facteurs prédictifs par rapport au déni de grossesse, qu'on n'en connaissait pas. Et par contre, j'ai pas entendu s'il y avait des facteurs prédictifs par rapport à j'ai oublié le nom technique, mais la grossesse nerveuse. Alors donc pour le déni de grossesse, en fait, finalement, on se rend compte que ça peut survenir chez beaucoup de femmes différentes, avec donc une variabilité très très forte, ce qui fait que c'est difficile d'avoir des facteurs prédictifs. Il y en aura probablement, c'est-à-dire on peut probablement, si on creusait un peu plus, si on comprenait beaucoup mieux les mécanismes, en trouver. Pour la pseudocyièse, ce qu'on retrouve, c'est justement des variations hormonales. Donc notamment les femmes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques, par exemple, on sait que ça peut être un facteur de risque, ou les femmes qui ont des grosses variations hormonales, donc dans les hormones l'œstrogène, par exemple, pendant les cycles, les mériocides, vont avoir plus de risques d'avoir des pseudocyièses. Il y a très peu d'études qui ont été publiées sur la pseudocyièse. C'est très difficile d'avoir des cas, donc c'est des études de cas en général. Et comme pour le déni de grossesse, ce qui est assez important, c'est que ce qu'on aime bien en médecine et en science, c'est étudier le phénomène quand la femme le ressent. Et le problème du déni de grossesse, c'est qu'une fois qu'il est découvert, il disparaît. Et donc c'est très difficile de faire des neurosciences, par exemple, de faire une IRM ou de comprendre les mécanismes qui se passent dans le cerveau à ce moment-là, parce qu'une fois qu'on a découvert le déni de grossesse, on ne peut plus l'étudier vraiment. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, on vous applaudit une nouvelle fois, on vous remercie. Merci à tous les trois, merci beaucoup Anne. Et donc, on se retrouve dans quelques minutes pour la table ronde cerveau, réalité virtuelle et empathie. Merci beaucoup et à tout de suite.